personne ne nuance ses propos. Ça m'ennuie pas qu'il raconte des trucs qui soient pas forcément vrais. Encore une fois, tout le monde se trompe. Ce qui m'ennuie, c'est de dire la meilleure méthode pour grossir des épaules et que le mec, en fait, te dise juste sa méthode pour s'entraîner et en mode c'est génial, tout le monde doit le faire. Bah non. Bienvenue sur le podcast Upside Strength, la ressource numéro 1 pour toutes choses fitness et performance en Suisse. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Gaïs, coach sportif et animateur de la chaîne YouTube Geek and Fit. Gaïs, bienvenue sur le podcast. Merci de m'accueillir déjà et puis bonjour à tous et à toutes celles qui nous écouteront. Super. Écoute, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter? Alors, moi, je m'appelle Gaïs, j'ai 26 ans et je suis coach sportif dans la région lyonnaise. Je suis aussi sportif depuis un petit moment déjà, notamment, en fait, je pratique les arts martiaux et surtout le kendo, en fait, depuis mes 13 ans. Et je suis, on va dire… j'ai fait un passage en athlète de haut niveau et puis maintenant, j'essaye de quand même rester à un niveau compétitif pas trop mauvais, mais je suis plus en équipe de France, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et puis, je suis surtout peut-être l'auteur de la chaîne YouTube Geek and Fit où on parle en fait finalement de pas mal de trucs reliés au fitness et un petit peu au scepticisme scientifique. Enfin, c'est un petit peu le scepticisme scientifique qui s'applique au fitness, mais c'est pas que ça. J'essaye aussi de mettre quelquefois des trucs un peu plus fun, genre des trucs un peu geek, etc. Voilà, au départ, en tout cas, c'était l'objectif de mettre des trucs un peu plus geek. Je vais y revenir un peu plus, mais l'idée derrière, c'est quand même d'essayer. Si je devais avoir un mot qui encapsule tout ça, enfin une phrase, c'est j'aimais bien le no bullshit attitude, c'est-à-dire j'essaye de dire ce qui me semble, à mon humble niveau, être le plus vrai possible au regard des dernières connaissances scientifiques dans la musculation, la préparation physique, le fitness, etc. On va revenir sur ta chaîne au cours de l'interview, mais j'aimerais d'abord parler un petit peu de ton histoire. Donc, tu as parlé de kendo que tu pratiques depuis des années maintenant. Comment est-ce que tu as découvert ce sport? Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette discipline? Alors, moi, je suis un mec qui est de la vague, tu sais, quand j'avais 13-14 ans, c'était le Japon, les mangas. J'avais une coupe, tu sais, genre visual kei. Enfin, j'étais, mais vraiment, tu vois, ce qu'on appellerait aujourd'hui un weebs, tu vois, un weeaboo, mais complet, quoi. Et du coup, j'étais pas du tout sportif. Enfin, j'avais une mère qui était très sportive. Elle a toujours voulu me mettre au sport, donc j'ai fait plein d'activités différentes quand j'étais petit, mais j'avais pas du tout cette fibre-là. Moi, j'adorais lire des livres, j'adorais être un petit peu plus, comment dire, dans les jeux vidéo, les choses comme ça, mais bon, tout le reste, c'était, tout ce qui était vraiment activité physique, ça m'intéressait pas. Et puis, je me suis dit, bon, elle veut quand même que je fasse un sport, mais je vais aller voir, peut-être qu'il y a un truc qui va m'intéresser. Et justement, je vois dans un manga le kendo. C'était Kenshin. Je me dis, putain, peut-être que ça existe en fait en France, ça. Enfin, bon, pas grande chance que ça existe, mais on va quand même tester. J'avais la chance d'avoir à côté de chez moi l'une des deux seules boutiques d'arts martiaux à Lyon. Donc, je suis allé dans cette boutique-là et j'ai fait hey, vous savez pas s'il y a un truc qui s'appelle le kendo qui existe? Il dit si, il y a un club là. Je dis quoi? Je dis quoi? Ok, bon, on va y aller, quoi. Et du coup, j'ai fait. J'ai fait mes premières séances comme ça et c'était catastrophique. J'étais nul. J'étais vraiment, ouais, parce qu'en fait, quand tu t'arrives et tu te dis, oh là là, mais je vais être le nouveau, tu sais, genre le nouveau héros de shonen, là, tu vois, genre je vais me découvrir des pouvoirs de ouf et je vais être trop fort. Sauf qu'en fait, si t'es mauvais en sport, tu restes mauvais en sport, en fait. Ton activité physique, tu deviens pas super fort juste parce que t'es très motivé à devenir le nouveau Naruto, tu vois. Et donc, du coup, j'ai attaqué un an, j'étais vraiment catastrophique. Les gens ont dit, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi mauvais, quoi. Et du coup, je fais un an, mais tu sais, un peu en dilettante, tu vois, je fais pas tous les cours et tout, parce que bon, déjà, je me rends compte que le monde du sport, c'est un peu, tu sais, quand tu débarques dans un club où tout le monde est installé, il faut quand même prendre ses repères, prendre ses marques et tout. Et les anciens, puis il faut savoir que le kendo, c'est une courbe d'apprentissage ultra lente, c'est-à-dire que tu peux devenir
un peu bon au bout de 3 ans, tu vois. Ok. Avant, même si tu es le plus doué du monde, tu vas te faire exploser. Mais tu n'as aucune chance d'y arriver, en fait. Qu'est-ce qui fait Et que le sport soit aussi demandant en termes de c'est technique, c'est positionnement, c'est quoi qui fait que le sport c'est demande ultra autant technique. de pratique? Ultra technique? C'est ultra technique, en fait. On te demande, pour être capable de mettre un point, on te demande de frapper avec la bonne partie du sabre sur la bonne partie de l'armure en frappant du pied, en criant la partie que tu dois faire. On doit le faire avec une posture correcte, une technique correcte. On doit dépasser après, démontrer notre vigilance. Et là, il y a un point. Ok. Donc ça, c'est ça. Et en plus de ça, il y a le relationnel avec l'adversaire parce que tu sais pas en fait comment faire pour marquer ton point. Parce que l'autre, tu peux arriver, tu fais une menace, l'autre il bouge pas. Ben, en fait, il y a rien qui se passe, quoi, tu vois. Et Ouais. donc ça, quand tu es débutant, tu sais pas du tout comment faire. Mhm. Plus le fait qu'en France, moi je trouve que le kendo, on l'enseigne de façon ultra religieuse et du coup, on ne t'autorise pas à avoir l'armure complète qui fait que tu peux te battre vraiment avant 1 an de pratique. Mhm. Ben, plus ça, c'est très compliqué en fait de devenir bon en kendo. Et donc du coup, ben, moi je fais cette année-là nul vraiment, encore une fois je le dis, et parce que je m'investissais pas non plus à fond, enfin je savais pas comment investir, etc. Et la deuxième année, tu as ma meilleure amie qui dit, ben moi je vais faire du kendo aussi. Parce que tu me l'as vendu et tout. Parce qu'il faut savoir que même si je ne m'investissais pas à fond dans les cours, à côté, j'étais quand même à fond, tu vois, dans la cour. Je faisais je tapais sur des arbres avec mon sabre et tout. Je trouvais ça un peu stylé, tu vois. Mhm. Et elle me dit, ouais, je vais en faire parce que tu as vraiment l'air à fond et on va venir ensemble et tout. Et là, ma meilleure amie, il faut savoir qu'elle doit faire une demi-tête de plus que moi. Elle est ultra sportive, c'est-à-dire, enfin, en tout cas à l'époque, elle était 3e de France en athlétisme en Fosbury. Ouais. Elle était ultra forte en fait dans tout ce qui était discipline athlétique. Elle avait aucun problème avec le fait de bouger, etc. Donc elle est arrivée et elle a progressé beaucoup plus vite que moi, tu vois. Alors que moi, ça faisait 1 an que j'étais déjà là. Et je savais en plus que ça allait être le cas. Donc du coup, j'ai foncé, tu vois, genre, je m'entraînais vraiment dur, tu vois, pour devenir fort. Ouais. Et du coup, grâce à elle, grâce à ma hargne de me dire, je vais pas me faire battre par une débutante et en plus, c'est une fille. C'est horrible, tu vois. Dans mon ego de jeune mâle, c'était infernal, tu vois. Je me disais, c'est Ouais. pas possible, quoi. Elle commence après moi et en plus, c'est une fille. Alors, c'est horrible. Bref, du coup, je bûche. Mais quand tu t'es fait une espèce de réputation comme ça, tu vois, de nul, bah, et puis en plus, tu vois, j'étais pas trop con, mais moi j'ai toujours un problème, c'est que je fonctionne beaucoup. On parle souvent de pensée de système 1, système 2. Moi je fonctionne très peu à l'intuitif, je fonctionne énormément sur le système 2, donc j'ai besoin en fait de capter pourquoi il faut faire les choses. Et à partir du moment où j'ai capté pourquoi, ça va beaucoup plus vite. Je sais Mhm. à peu près comment. Mais si on me dit des trucs illogiques, je suis capable de bugger sur place et de faire attends, tu vois. Et donc une fois, je me souviens, alors que je t'assure, ma prof de kendo de l'époque, elle était aussi enseignante à côté, tu vois. Donc c'était pas une, voilà, elle était enseignante dans les gamins de primaire. Elle m'a regardé, elle m'a dit, mais Gaïs, t'es con, mais vraiment. Et t'imagines pour un enseignant qui sait ce que c'est que la déontologie de machin, etc. Mhm. Enfin, tout le truc. En arriver là, c'est quand même il y a un truc, quoi, tu vois. Et donc tout le monde se foutait un peu de moi et tout, me disait, oh, il est pas bon. Et en fait, je progresse à mon rythme, etc. Et au bout de la 3e année, tu vois, genre déjà, je commence un petit peu à battre des anciens, mais ils n'arrivent pas trop à le croire. Tu vois, ils sont un peu en mode, c'est bizarre, il devient meilleur et tout. Et au bout de la 4e année, je deviens champion de France. Donc là, tu vois, ça commence à poser les bases. Et là, les gens commencent un petit peu, au club de Lyon, en tout cas, je commence à poser ma street cred, tu vois. Et je dis, Ouais. ah, ça commence à arriver. Et je ne dis pas ça en mode vantard ou quoi que ce soit, hein, mais c'est juste que bon, quand tu passes du vraiment le mec le plus nul que tu aies jamais vu à champion de France, les gens se disent, il y a un petit truc qui s'est passé, tu vois, il a eu un déclic. Et du coup, après, je poursuis mon petit bonhomme de chemin. Je rentre du coup en équipe de France junior de kendo. Alors, il faut savoir que moi, j'ai pas eu de bol parce que j'ai pas pu faire les championnats d'Europe. Mhm. Parce qu'en fait, il y a 2 ans où tu as les championnats d'Europe et puis tu as 1 an où il y a les championnats du monde. Et les 2 ans où il y a les championnats d'Europe, tu as des équipes juniors. Ouais. Et les 1 an où il y a les championnats du monde, il n'y a pas d'équipe junior. Ok. Donc, du coup, moi, j'étais sélectionnable, comme tu es sélectionnable sur 2 ans, on va dire. L'année où j'étais sélectionnable sur les deux, c'était l'année où j'étais le plus jeune et où j'avais pas encore tout bien chopé. Donc, c'est l'année où j'ai fait champion de France, Mhm. mais les gens ne me connaissaient pas, ça faisait 4 ans que je faisais du kendo. Il y a des gens, ça faisait déjà 10 ans, tu vois. Donc, je leur en veux pas, ils ont pris des valeurs beaucoup plus sûres, tu vois. Ouais. Et même si j'avais un peu
sacrément même le seum quand j'ai pas été sélectionné. Mais l'année d'après, du coup, j'avais 17 ans, donc j'étais au top, tu vois, de ma forme, on va dire. Et on est quand même allé faire une compétition internationale qu'on faisait tous les ans un peu en préparation des championnats d'Europe. Mais cette fois-ci, on est parti genre en mode l'équipe de France, on y va, tu vois, et on l'a gagné. Et c'était une compétition à peu près équivalente en termes de nombre de participants, voire beaucoup plus en termes de nombre de participants, mais en termes de niveau, je dirais c'était après les championnats d'Europe, c'est la plus grosse compétition jeune qu'il peut y avoir en Europe et on l'a gagné. J'étais le capitaine, j'étais content, tu vois, et puis voilà quoi. Et puis après j'ai continué, je suis parti au Japon pour m'entraîner avec les meilleurs du monde quand j'avais 20 ans. Je suis rentré en groupe équipe de France. Je suis jamais rentré en équipe de France titulaire de kendo, mais on va dire que ma chance a été un petit peu balayée parce que je me suis pris la tête avec les coachs quand je suis rentré du Japon parce qu'ils m'ont fait un coup un peu à l'envers. Donc du coup, j'ai un peu quitté ce circuit-là et maintenant je suis enseignant au club de Lyon quand il y a des cours pour les jeunes parce qu'en ce moment avec la pandémie, c'est pas facile du tout. Depuis avril, on a eu 4 cours de kendo. Donc bon, c'est un peu relou quoi, tu vois. Mais on essaye quand même de rester là et motivé, mais c'est dur. Quand tu peux pas pratiquer ton art martial, c'est dur. Bref, voilà. Faut faire ce qu'on peut, comme on peut avec les temps qui courent. De toutes tes années d'expérience en kendo, est-ce que tu as pu extraire certains principes que tu peux maintenant appliquer à ce que tu fais comme coach sportif ou quand tu t'entraînes toi à la salle? Qu'est-ce que tu as pu extraire de ce sport et transférer, on va dire, sur tes autres activités sportives? Alors, ce que je trouve en fait très intéressant dans le kendo, c'est d'abord la discipline. Et en fait, on a énormément Enfin, il faut comprendre que les gens qui vont pas à la salle et qui disent ah mais j'étais pas motivé, c'est compliqué machin, c'est quelque chose qui te semble complètement extraterrestre quand tu fais du kendo. C'est-à-dire que tu ne peux pas ne pas aller à l'entraînement parce que tu es fatigué. En fait, les gens vont se foutre de ta gueule. Ils vont te dire, alors je parle à haut niveau évidemment, mais tu vois, si tu es, en mode loisir, etc., bien sûr tu fais du kendo comme tu veux, mais si tu viens pas avec ton excuse, c'était j'étais un peu fatigué ou j'étais pas motivé, les gens vont te dire, mais qu'est-ce que tu fous ici? Tu vois, C'est un et prérequis presque dans le domaine où si tu n'es pas motivé pour pratiquer ta discipline, tu n'as rien à faire dans la discipline, quoi. ben, je n'irai pas jusque-là parce que c'est vrai que il y en a qui font du loisir et c'est très bien, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu commences à arriver vers le haut niveau, bah oui. Moi, je me souviens, j'ai fait un truc comme 10 ou 12 stages jeunes. Stages jeunes, c'est des stages de 3 jours en mode tu viens, tu t'entraînes un peu à la militaire pendant 3 jours. Et quand je te dis à la militaire, je suis très sérieux. C'est-à-dire que j'ai vu des trucs il y a beaucoup la chaîne de Major Gérald, là, la Légion étrangère et tout. C'est vraiment pas si éloigné que ça de ce qu'on faisait. C'est vraiment pas si éloigné que ça. Il faut savoir qu'on avait entre 12 et 17 ans, tu vois. Et c'était l'armée, quoi. Tu vois, tu te levais le matin à 6 heures, on te tapait, tu allais t'entraîner avant le petit-déj pendant 1 heure. Après, tu prenais ta douche, tu allais t'entraîner, tu allais petit déjeuner. Ensuite, tu allais t'entraîner après le petit déjeuner pendant 2 heures. Après, tu faisais un test physique. Ensuite, tu te reprenais ta douche, tu retournais t'entraîner. Tu avais genre 6-7 heures d'entraînement par jour, tu vois. Et pendant 3 jours, tu étais éclaté. Tu vois, les stages fins, c'était pareil en plus parce qu'on a une espèce de culture au kendo que si t'as pas fait les trucs le plus durement possible, c'est que t'as rien fait, tu vois. Parce que t'es pas allé jusqu'au bout, t'as pas vraiment progressé. C'est cette espèce de masochisme là, un petit peu japonais. Et donc, quand t'as fait ça, après aller te faire une séance jambes, où les gens me disent les jambes, machin, c'est de la rigolade. J'y vais quand tu veux. Je t'en fais 2 par jour si tu veux, tu vois. Ouais. Et c'est ce que les gens n'arrivent pas bien à comprendre. Je pense que en plus c'est un sport un peu d'endurance, tu vois. Et je pense que si tu n'as pas fait de l'endurance très dure comme ça, tu vois, dans ta vie, tu sais pas vraiment ce que c'est que de faire un truc dur. Voilà, tu vois, c'est là que je dis que ça me fait bien marrer les mecs qui te disent que les physiques de lâche, c'est les physiques des mecs qui sont tout secs et qui font de l'endurance. Non, les physiques de lâche, c'est les physiques des mecs qui soulèvent super lourd, mais 1 heure par jour. Parce qu'en fait, ils vont très rarement au même niveau de fatigue et au même niveau de douleur que les mecs qui courent des marathons. Les gars qui courent des marathons, ils en courent 10, tu vois, genre dans la semaine et tout, ils sont éclatés.
Même si ça fait 10 marathons que tu cours dans la semaine, je dis ça, je dis au hasard, c'est pas vrai, hein, c'est pas dire un marathon dans la semaine, mais heureusement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu t'entraînes toute l'année à faire des longues distances et tout, jamais une longue distance, ça devient plus facile. Tu vois, tu vas toujours au bout de l'effort parce que tu veux te dépasser. Et c'est toujours dur, quoi. Tu vois, donc bref, ça déjà, ça m'a apporté ça. Et deuxième chose que ça m'a apporté d'un point de vue mental, enfin, moi, c'est le fait d'enseigner à des élèves qui m'a beaucoup appris. C'est-à-dire que le côté mental, c'est ultra important. Moi, il y a mon meilleur pote, enfin, c'était pas mon meilleur pote au départ, c'était un de mes élèves, et auquel j'ai enseigné plein de choses, et j'ai enseigné en fait à devenir autant un meilleur sportif qu'un meilleur, je trouve, à mon niveau, hein, un être plus épanoui. Peut-être pas un meilleur être humain, mais enfin un humain plus épanoui. Et cette relation-là, en fait, que tu développes avec un coaché, elle est ultra précieuse pour toi comprendre certaines choses et pour lui le voir évoluer. Et en fait, derrière, tu comprends déjà comment mieux coacher les gens parce que tu vois, tu peux avoir cette espèce de truc en mode ouais, le coach, c'est le mec qui te gueule dessus ou quoi que ce soit. Quelquefois, c'est le mec qui te gueule dessus. Et quelquefois, le plus souvent, c'est le type qui t'encourage. C'est le type qui va pas te rebooster forcément en termes de motivation, parce que la motivation, c'est toi qui la trouves au sein de toi, mais qui va te donner les 2% de plus ou le starter qui va te dire, bon, là aujourd'hui, tu vas pas relâcher ta diète. Tu vas être en mode, voilà, c'est le mec qui va toujours trouver des solutions pour faire en sorte que, bon, en fait, ça se passe quand même bien, tu vois, même si c'est un peu, surtout en ces temps-là de Covid où je coach plein de gens quand même en ligne, etc. Moi, j'essaie de m'adapter, je leur fais des nouveaux programmes, je leur dis, bon, ok, t'as pas la salle, mais on va quand même progresser. Okay. Enfin, tu vois, cette espèce de relation-là, ça, je l'ai beaucoup chopé grâce au kendo. Parce qu'en plus, tu as une espèce de relation senpai-kohai, on dit, où en fait, tu essayes toujours de tirer tout le monde vers le haut. Et cette espèce de relation positive aussi, c'est un petit peu ce que j'essaye de mettre aussi en avant sur ma chaîne YouTube. C'est-à-dire que je sais que les gens ne vont pas du tout capter quand je dis ça, mais moi, j'aurais adoré que quand j'ai commencé, il y ait quelqu'un qui dise les choses que je dis sur ma chaîne YouTube, parce que ça aide, je trouve, en tout cas moi, ça m'aurait aidé en tant que débutant à pouvoir tirer le vrai du faux et surtout avoir une personne qui soit relativement en mode bon, je te le dis, je pense que c'est vrai, mais je pense pas que ma parole soit la vérité absolue. Ça m'aurait considérablement aidé et c'est un petit peu cette espèce de tirer tout le monde vers le haut que j'essaye de faire, même si c'est pas forcément ultra bien reçu ou que je m'y prends pas forcément ultra bien non plus, hein, c'est possible. Est-ce que donc c'était la motivation première pour ta chaîne YouTube, c'était de, en gros, offrir aux gens ce que toi tu aurais voulu avoir étant un peu plus jeune? Alors, oui, il y a plusieurs choses. D'abord, une des premières motivations pour ma chaîne YouTube, c'était de me dire, je fais des vidéos sur YouTube, je ne sais pas comment est-ce que ça va prendre, quand ça va prendre, mais je suis sûr que ça peut être un bon outil pour moi, pour un jour devenir coach sportif, pour que les gens puissent venir me trouver facilement pour me demander de les coacher. Donc, je me suis dit, ça ferait une vitrine géniale. Mais je ne me suis pas dit, bon, ça ferait une vitrine géniale, pardon, je vais dire de la merde. Et puis voilà, je me suis dit, puisque ça ferait une vitrine géniale, je vais dire le maximum de choses possibles qui soient vraies et des trucs qui m'auraient moi aidé. Et donc, c'était, si tu veux, ça boucle. Parce que tu ne peux pas faire une vitrine d'un truc pourri, tu vois ce que je veux dire? Et en même temps, tu ne peux pas, être juste en mode mercantile parce que moi, je pense vraiment pas être dans cette optique-là du mercantilisme. Je sais qu'il faut que je gagne ma vie, mais quand je vois le nombre de trucs que je donne gratuitement, de conseils, ça prend des heures pour faire des recherches de vidéos, des recherches d'invités, des trucs, des préparations, etc. Moi, je donne vraiment sans compter parce que je sais que de toute façon, tout ce que je sais, ce que j'accumule comme savoir, comment dire, même si je fais le maximum de vidéos possible et que j'essaie de donner tout ce que je sais, j'y arriverai pas en fait. Parce que j'ai suffisamment confiance dans parce que je lis, tu vois, genre 2h30 par jour, un truc comme ça, parce que je me renseigne à droite à gauche, parce que j'ai mon expérience et tout. Je n'arriverai jamais à faire autant de vidéos que ce que je sais. Donc autant donner le maximum.
Si ça peut servir à des gens, de toute façon, moi, ça m'enlève rien. C'est pas parce que je vais donner que les gens vont moins venir me voir. Voilà, c'est ma philosophie de la non-mesquinerie de la connaissance. Si tu peux parler maintenant de ton processus de création de tes vidéos, du contenu que tu fais sur ta chaîne. Quand tu veux faire une nouvelle vidéo, ça commence par quoi? Comment est-ce que tu trouves les sujets et ensuite la recherche que tu fais derrière? Donc, parle-nous un petit peu de ton process. Alors, ça peut sembler très bizarre, dit comme ça, mais en fait, je t'ai dit que je faisais des heures de recherche, c'est vrai, mais c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Ça se passe plutôt d'un processus différent. C'est-à-dire que je lis tout le temps, je fais des tonnes, de lectures, et puis à un moment, je me dis bon, j'ai pas mal lu sur ce sujet-là. Si je faisais une vidéo, et donc du coup, ben comme je t'ai dit, j'ai plein de trucs, tu vois. Je me dis, bah, je prends ce sujet-là et puis je déroule, c'est comme si je prenais un fil et puis je déroulais tout ce que j'avais emmagasiné dans ma tête là-dessus et j'ai des références un peu floues, tu vois, mais je sais où les chercher. Je sais où chercher mes références, machin, etc. Donc, du coup, ça commence comme ça. Ça commence par, je mets sur une feuille, tu vois, genre sur un Google Doc, je mets le titre de la vidéo, tu vois, genre je mets, pas le titre, mais le sujet, on va dire, parce que le titre, je peux le changer, mais le sujet. Et puis ensuite, je prends ça et je remets sur papier, souvent sous la forme d'une vidéo déjà écrite. Tu vois, genre j'écris tout d'un seul coup et je sais quel truc je vais aller chercher à quel endroit. Ensuite, je vais chercher les références pour appuyer mes propos. Est-ce que je sais où est-ce que j'ai lu les choses? Et évidemment, ça m'arrive très régulièrement d'être en mode « Ah tiens, j'avais retenu ça de ce machin-là, mais c'était plus complexe que ça, c'était pas vrai. » Donc, je remodifie mon texte, tu vois. Je dis « Ah non, bah là, en fait, c'est comme ça. » Quelquefois, ça change, je chamboule toute la vidéo, mais c'est très, 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 très rare. En règle générale, c'est « Je me suis souvenu de l'idée globale de façon très correcte, mais c'est juste qu'il faut rajouter des petites nuances et des petits détails. » Et puis ensuite, bah, du coup, une fois que j'ai tout ça, bah, j'ai mon texte. Donc souvent, là, avant, il faisait 3 à 4 pages. Maintenant, il en fait plutôt 7-8. Et je me mets devant ma caméra, on va dire. Enfin, après, il faut que je trouve le temps de le faire, tu vois, etc. Mais je trouve le temps. Je me mets devant ma caméra et j'essaye de faire vivre le texte, on va dire. Alors, ça peut arriver. Il y a d'autres vidéos où je vois un article et justement, je me spoil pas du tout, tu vois. Je mets ma vidéo, je lis l'article et je fais des commentaires. Donc ça, c'est la vidéo facile à réaliser quand, on va dire, j'ai pas trop le temps et que je dois produire une vidéo. Bah, je fais comme ça et en règle générale, les gens sont contents, voire même ça fonctionne mieux que les vidéos plus construites, mais ça, c'est encore autre chose. Et du coup, je fais ça. Et tu vois, et je fais cette vidéo-là, je la monte. Alors après, le montage, c'est peut-être ce qui va prendre le plus de temps parce qu'il faut bien équilibrer, on va dire, les couleurs, les machins. Il faut essayer de faire un truc à peu près chiadé. Et surtout, moi, j'essaye au maximum de couper ce qui est inutile. Je vois plein de gens qui font des super vidéos qui durent 20 minutes où ils font, pendant les 20 minutes, ils regardent leur texte, ils font « Eh ben, on va dire ça et machin et tout ». Et en fait, c'est beaucoup de blabla pour du vent. Moi, j'essaie de condenser les informations. Donc, quand je fais une vidéo, par exemple, de 30 minutes, ça m'arrive, hein, il y aura 30 minutes d'infos. Il n'y aura pas, sauf si je fais une réaction à un truc, mais dans ce cas-là, c'est annoncé. Tu vois, si je fais une lecture et tout, je dis, voilà. Mais sinon, c'est 30 minutes d'infos pures, à mon avis. Et c'est ce que j'essaye de faire. Et ce n'est pas forcément facile, ça demande plus de taf. Mais encore une fois, j'essaie d'apporter de la qualité aux gens qui me regardent et j'essaye de ne pas compter, d'être mesquin en fait sur la façon dont je gère les choses. Je ne veux pas être radin, je veux donner, tu vois. Et sinon, il y a un autre type de vidéo aussi, parce que ça, il ne faut pas oublier. Ça, c'est cet autre type de vidéo-là qui ressemble un petit peu à un hybride entre les deux. Ce sont les stupidités du feed game. Et ça, je regarde en fait, moi, j'aime bien regarder un petit peu ce qui se fait ailleurs en termes de vidéos. Et en fait, je regarde pas trop le feed game francophone parce que ça me saoule. Il y a beaucoup de conneries qui sont racontées. Mais quelquefois, j'essaie quand même de me forcer à regarder. Et systématiquement, chaque fois que je regarde une vidéo, en tout cas très régulièrement, on va dire, c'est pas vrai pour tous, mais il y a quand même plein de fois où je regarde une vidéo et je suis atterré en mode, mais c'est pas possible qu'on raconte ça. En fait, en France, alors qu'aux États-Unis, ils sont tellement en avance. Alors, aux États-Unis, dans le monde anglophone, ils sont tellement en avance. Et donc, quand il m'arrive de rares fois de regarder ces vidéos-là, si vraiment c'est très très gros comme truc, et si je l'ai pas déjà abordé,
je fais des notes et puis ensuite j'en fais une vidéo, quoi, tu vois. Et c'est vrai que j'essaye pas de chercher la petite bête, c'est juste que je suis atterré, en fait, des fois, des trucs qui sont racontés, parce que personne ne nuance ses propos. J'ai Mhm. l'impression, enfin, c'est pas vrai que personne, mais il y a peu de gens qui nuancent leurs propos. Ça m'ennuie pas qu'ils racontent des trucs qui soient pas forcément vrais. Encore une fois, tout le monde se trompe. Ce qui m'ennuie, c'est de dire la meilleure méthode pour grossir des épaules. Et que le mec, en fait, te dise juste sa méthode pour s'entraîner, et en mode, c'est génial, tout le monde doit le faire. Non. Bah non, c'est pas vrai. Voilà. Enfin bon, bref. Est-ce que ça t'est arrivé, donc tu as dit comme les sujets que tu traites dont tu traites en général, ils émergent en fait de tes lectures. Est-ce que ça t'est arrivé de suivre le processus inverse où tu trouves un sujet qui te fascine, sujet que tu connais peut-être pas très très bien encore, et du coup tu te lances dans la recherche pour développer ça, en apprendre plus et potentiellement après faire une vidéo? Oui, oui, mais en fait, je le fais ça. C'est-à-dire que j'ai plein de sujets que je trouve fascinants, mais je le fais pas forcément dans l'optique de faire une vidéo. Moi, je suis très Mhm. curieux. Et donc, du coup, je regarde, tu vois, parce que je me dis pas, attends, ça ferait un super sujet de vidéo. Je me dis, putain, c'est super intéressant. Je vais lire. Et après, je me dis, au bout d'un moment, quand j'ai bien lu sur le sujet et que je me dis, c'est pas une arnaque, c'est pas un truc, voilà, pourquoi pas en faire une vidéo? Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Mais une fois que je sais les choses, ça part jamais du processus inverse parce que sinon, je pourrais me retrouver en fait en porte-à-faux en me disant, ah, c'est génial! Et en fait, bah non. Il y a juste quelques fois où je trouve qu'il y a une étude qui sort un peu du lot, qui vient un petit peu tout bousculer. Et là, en règle générale, ça suit un processus assez simple. C'est j'en parle en story sur Insta, tu vois. Ensuite, je fais un post sur Insta, encore une fois. Tu sais, régulièrement, enfin un petit peu derrière, en ayant un petit peu investigué. Après, ça mature, tu vois. Ça mature, ça mature. Et si le sujet est encore assez intéressant après tout ce que j'ai regardé sur le truc, ça va faire une vidéo. Donc, c'est comme ça que, par exemple, ça s'est passé pour tout ce qui est, on va dire, autorégulation Mhm. sur tu vois, tous les RPI, les trucs comme ça. Bon, Mhm. ça met du temps, hein, mais j'en ai parlé un petit peu sur Insta, j'en ai parlé en story, etc. Et puis, j'ai fait ensuite tout mon truc en disant, bon, là, il faut bien que je cadre les choses et tout. Et comme ça m'évite d'être trop dans la. Parce que le problème de la spontanéité, c'est qu'en fait, plus tu es spontané, plus tu dis un truc voilà, qui est éphémère, plus ce sera éphémère, justement. Plus ce sera ta vidéo, en fait, dans 6 mois, elle ne vaudra plus rien, tu vois. Mhm. Alors que si tu essaies de faire quand même un truc en mode, bon, on sait ça, machin, etc., et que tu restes hypothétique sur ta façon de t'exprimer aussi en disant, voilà, il semblerait que ça pointe dans cette direction-là, tu peux regarder la vidéo 10 ans plus tard et pas être induit en erreur, en fait. Ou en tout cas, l'être moins que si tu avais dit, ça se passe comme ça. Et donc, pour faire la part des choses et pour pas te lancer droit, peut-être dans le mur en suivant un seul fil de pensée sur un sujet, comment est-ce que tu t'assures d'essayer de couvrir toutes tes bases, d'avoir que ce soit des papiers que tu cherches à gauche et à droite, si on veut parler comme ça, pour vraiment avoir le panel complet et te faire l'idée la plus juste, entre guillemets, possible, ou en tout cas la plus juste selon les informations auxquelles on a accès à l'heure actuelle? En fait, le truc, ce que je fais, c'est je me dis, je vais regarder cette information-là, voir à quel point elle me semble plausible, tu vois, au vu de ce qu'on sait déjà. Mhm. Je me dis, est-ce que ça fait du sens d'un point de vue mécanique? Tu vois, genre, est-ce qu'on a un mécanisme en fait qui explique les choses derrière ça? Mhm. Bon, s'il y a ça, je me dis, ah, c'est cool. Bon, il y a déjà au moins une base théorique. On peut avancer. Est-ce qu'on a des études qui évaluent l'impact que ça a quand on le fait pratiquement? C'est bien hein, d'avoir des bases théoriques, mais est-ce que pratiquement, il y a quelque chose qui se dégage de ça? Ah oui, tiens, on a quand même un effet positif. Dans les études qu'on a à l'heure actuelle, le trend est positif. Bon, super. Ensuite, je me dis, bon, est-ce que y a un debunk qui existe de ce truc-là? Donc, je tape le machin et debunk. Sur Google, ça fonctionne très bien. Et là, je regarde et s'il n'y a pas de résultat, tu vois, qui sort, qui pop ou quoi que ce soit, parce que bon, c'est connu, quand il y a une grosse méthode,
s'il y a marqué debunk, si tu marques debunk derrière, en règle générale, ça sort, tu vois. Et s'il n'y a pas un truc là-dessus, qu'il n'y a pas un mec qui a dit non, mais c'est de la merde et tout, tu vois, un Américain qui bien vénère, et ben je me dis, ah, bah, peut-être que ça vaut le coup, tu vois, peut-être qu'il y a un truc qui quand même qui se dégage. Et à partir de ce moment-là, une fois que j'ai déjà tous ces éléments-là, je tape le nom du truc, tu vois, dans PubMed, dans machin, je regarde qui en a parlé, j'aime bien moi lire des articles de gros vulgarisateurs type Greg Knuckles, Chris Bursley, des gens comme ça, un petit peu bien balèzes, tu vois, et donc je regarde un petit peu ce qu'ils en disent, en règle générale, enfin s'ils en ont parlé, c'est pas obligatoire, tu vois, mais en règle générale, je fais ça comme ça, et je regarde les études qu'ils ont analysées, les machins, et une fois que j'ai ça, ben, en règle générale, j'ai quand même un a priori assez solide sur le truc et c'est là que commence l'écriture, on va dire, de la vidéo, enfin, de l'idée, tu vois, qui peut émerger d'écrire la vidéo, etc., etc. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'après, je dis, bon, bah, j'ai déjà les trucs en tête. C'est parce qu'en fait, je sais où est-ce qu'il faut que j'aille chercher pour avoir les trucs qui corroborent ce que je pense, enfin, l'avis que je me suis fait. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je ne suis pas, par exemple, sujet à des biais. J'essaie juste de les éviter au maximum, mais on est tous humains, tu vois, et il y a des idées qui vont me séduire ou pas plus que d'autres. Et par exemple, moi, j'ai une position qui est assez anti-édulcorant. Pareil, on va dire ça comme ça. Tu vois, moi, les édulcorants, j'aime pas trop ça. Et en fait, pourquoi j'aime pas trop ça parce que je me dis que même si on a plein de trucs qui nous font nous dire que c'est probablement pas dangereux pour la santé humaine, tu vois, j'ai mis du temps à l'accepter parce que je me disais avant, ouais, mais est-ce qu'on sait vraiment que c'est dangereux? Ça fait quand même pas très longtemps qu'on l'utilise, alors que le sucre, ça fait longtemps, et on sait que c'est pas dangereux le sucre tant qu'on en prend dans des quantités raisonnables. Donc, est-ce qu'on sait que c'est. Ça me semblait bizarre, tu vois, au niveau du cerveau, je me disais, mais c'est quand même un goût sucré, donc voilà. Et en fait, bon, bah, je me suis rendu à l'évidence, je me suis dit, bon, il y a plein de trucs qui disent que c'est pas dangereux. Maintenant, eh bien, quand tu regardes, et justement, on en parlait un petit peu avant, on parlait de Will, et tu disais, tu regardes la planète, et tu te dis que, eh bien, en fait, les édulcorants, il faut quand même un petit peu faire gaffe, parce qu'on en retrouve dans les océans, et comme c'est pas métabolisé par les trucs qui vivent dans les océans, et qu'on en déverse quand même des caisses et des caisses, tu vois, ben, on ne sait pas ce que ça peut avoir comme effet sur la flore là-bas et sur comment ça va se retrouver la faune, la flore et tout. Donc tu vois, j'ai un peu cette position de biais un peu anti-édulcorant et peut-être que du coup, je suis très très exigeant envers les édulcorants alors qu'un truc que j'aime bien, tu vois, typiquement on pourrait dire le sucre, bah, peut-être que en fait, le sucre, j'aurais moins de mal avec des arguments écologiques enfin tu vois, genre je vais moins chercher l'industrie de la betterave sucrière, tu vois, alors que peut-être que c'est aussi grave, voire plus grave que les édulcorants dans les océans. Donc je veux pas dire que je suis totalement on va dire détaché de tout biais, mais j'essaye d'en prendre conscience et quand je parle dans mes vidéos, l'idéal c'est d'essayer de m'en détacher aussi, c'est-à-dire, enfin c'est pas de m'en détacher, c'est de les mentionner ou de les annoncer. Ouais, les mentionner, voilà, c'est ça que je cherchais comme terme, voilà, c'est ça. De tête comme ça, est-ce que tu te rappelles de la vidéo que tu as préféré faire, celle pour laquelle tu as pris le plus de plaisir à faire les recherches, faire le montage, etc. et avec un produit fini qui te parlait vraiment? Produit fini qui me parlait vraiment, j'aimais beaucoup la vidéo que j'avais faite sur le kendo parce que j'aimais bien, c'était cool. J'ai bien aimé aussi, mais juste parce que c'était un peu une ambiance. J'ai beaucoup aimé le rendu, alors que franchement, on l'a fait un peu à la schlag, la vidéo avec Mathias et Baptiste à Toulouse, qui était bien. C'était un entraînement avec deux prépas. Elle a bidé de ouf, alors que franchement, je trouve que le contenu, elle est vraiment cool cette vidéo-là. Et en termes de recherche, vraiment de trucs un peu carrés, etc., etc. Moi, j'ai adoré, enfin, j'ai beaucoup aimé faire l'autorégulation. J'ai bien aimé. Je trouve qu'elle a un bon feeling, l'autorégulation. Et j'avais bien aimé toute l'histoire autour de Julien Venesson et du jus d'orange. J'avais bien aimé tous ces rebondissements-là qu'il y avait. J'aurais adoré qu'il y ait eu un débat que j'aurais pu organiser, mais d'abord, Venesson, c'est un petit peu éclipsé, enfin en mode non, mais moi je ferai pas de débat, je parlerai avec personne en public. Je trouve un petit peu bizarre, mais quand tu es sûr de tes arguments, bah,
viens, parle-en, finalement, Ouais. t'as rien à perdre si tu penses que t'as raison. Mais si t'acceptes pas, là, c'est plus complexe. Là, c'est dommage, tu vois. C'est ça. Et puis Will, qui n'avait pas voulu mettre de l'huile sur le feu, mais ça, je peux le comprendre à la rigueur. Si venait son déclin, je ne vais pas faire un débat tout seul. Donc, c'est vrai que ça m'avait un peu. Je me suis dit, ah mince, j'aurais bien aimé avoir Will pour faire l'émission, mais je lui en veux moins parce qu'à la rigueur, je suis sûr que si Venezon avait accepté de faire un débat, Will aurait dit oui, Mhm. tu vois. Alors que dans le camp inverse, bah, Will était très chaud pour faire un débat et Venezon a dit non. Mhm. Voilà, mais du coup, bah, j'ai pu quand même bien parler de ces trucs-là et moi, ça m'a bien plu parce que j'ai trouvé que bah, c'était très intéressant de parler du cycle de Randall, tout ça, tout ça. Est-ce que tu peux parler de là où les vidéos qui ont le plus influencé tes pratiques personnelles, que ce soit en musculation, coaching avec tes clients, peut-être même kendo ou autre? Les vidéos qui ont influencé ça, si j'aime bien la vidéo que j'ai faite sur la génétique parce que c'est pas vraiment la vidéo en elle-même, mais j'ai trouvé ça très intéressant d'apprendre que bon bah en fait l'effet placebo ça marche jusqu'à influencer notre génome. Mhm. C'est-à-dire que en gros, euh, j'ai bien aimé le fait de se dire bah finalement il faut te dire que tu es un dieu grec gonflé aux hormones et que tu es un mec super balèze et tout, qui a une génétique de bâtard, parce que si tu le fais pas, tu perds des gains potentiels. Et Mhm. ça, j'ai bien aimé et j'ai trouvé ça m'a aidé positivement, enfin renforcé positivement dans ma façon aussi que j'ai d'aborder la préparation mentale. C'est-à-dire, je trouve que on complimente pas assez les gens. Je trouve qu'on leur dit bien facilement qu'ils font de la merde, mais on leur dit pas assez ce qu'ils font de bien. Or, on sait que l'effet Pygmalion d'étiquette, ça fonctionne super bien. C'est-à-dire que si tu dis à quelqu'un qu'il est bon dans tel domaine en particulier, qu'il a telle caractéristique qui est bien, même s'il n'est pas bon dans ce domaine, et même s'il n'a pas cette caractéristique-là, eh ben, il va devenir meilleur dans cette caractéristique-là. Et ça, je trouve ça génial, cet effet, en fait, cette espèce de pouvoir magique qu'on a sur les gens, de leur dire, ben voilà, en fait, t'es un mec sympa. Et le mec va devenir sympa. Et ça, je trouve ça ouf. Sinon aussi, bah, la dernière vidéo justement qui est venue d'un long processus de réflexion, qui était la culture de la blessure, celle-là m'a aussi beaucoup appris. Mine de rien, je pense même que c'est celle qui m'a le plus appris à me dire, bah, en fait, il n'y a pas de bons et de mauvais mouvements. Il y a des bons et des mauvais contextes. Et des gens qui sont plus forts, enfin, qui ont plus de facilité naturelle pour faire certains mouvements, mais ça ne veut pas dire pour autant que ces mouvements-là, d'autres qui sont moins facilités pour le faire, ne peuvent pas les faire et ne devraient pas les faire. Voilà. Mhm. Et parce qu'on a beaucoup tendance à faire de la chasse aux sorcières sur les dos ronds en deadlift, les machins, les trucs comme ça. Et ben non, en fait, il faut rester humble par rapport à ça et se dire que ben, peut-être que finalement, il y a pas mal. Enfin, on passera moins pour des cons, on va dire, si on reste plus mesuré. Voilà. Je veux revenir sur ce que tu as dit concernant le coaching. Ce qui est intéressant, comme tu as dit, très très important de relever même des détails que les clients font bien, même si, comme tu as dit, le mouvement en lui-même, tu mettrais un 2 sur 10 en exécution. Mais si toi, en tant que coach, tu arrives à trouver la petite pépite, le petit truc que tu peux ressortir, eh ben, ça va donner un point d'ancrage au client pour ensuite continuer à peut-être grappiller des points et continuer à avancer de manière positive. Donc, c'est intéressant que tu aies mentionné ça. Je pense que c'est vraiment un des aspects qui est peut-être un des plus importants et dont on ne parle pas énormément, c'est l'influence qu'on a au niveau psychologique sur nos clients et en fait le processus sur le moyen et long terme qui est presque exclusivement psychologique en termes d'habitude, en termes de pas lâcher le programme, en termes de continuer dans les périodes difficiles. Donc, qu'est-ce que tu peux élaborer peut-être un petit peu sur cette Ouais, dimension-là du coaching? carrément, carrément. En fait, j'avais envie de rajouter un truc, du coup, c'était par rapport à ça. Mhm. C'est que, en fait, si tu arrives et que la première chose, tu vois, l'exécution est vraiment moche, tu vois, genre le truc, parce qu'on voilà, on te dit tous les mouvements sont bons à prendre, oui, mais bon, si tu fais un squat, il faut que tu fasses un squat, tu vois. Tu vois, l'exécution, elle est moche. Si Mhm. la première chose que tu arrives et que tu lui dis, ah, ça va pas du tout, ça va pas du tout, il faut pas du tout que tu fasses comme ça, c'est vraiment pourri, tu vois, ben, il va beaucoup moins s'améliorer que si tu lui dis, waouh,
C'est bien pour, franchement, pour la première fois, je te trouve vachement bon sur tes appuis et tout. Tu vois, essaye de faire un peu comme ça, et puis et tu vas voir que ça va être encore mieux. Et ça change tout, parce que en fait, ce qu'on a remarqué, par exemple, ce qu'on sait, c'est que euh, ce qui va déterminer si une personne continue le sport ou pas à long terme, le plus gros facteur déterminant qui va jamais rechuter à redevenir sédentaire, c'est ce qu'on appelle le self-efficacy. C'est en français, je ne sais pas, ça a bugué. Moi, je suis encore là. Ok, d'accord. Bon, parfait. Alors, je disais, c'est ce qu'on appelle le self-efficacy, le fait d'avoir S'autogérer confiance. peut-être? Ouais, en fait, non, c'est le fait d'avoir. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Tu es probablement meilleur que moi en anglais, mais je vais quand même le traduire selon ce Vas-y, que vas-y. j'ai. C'est la confiance en sa propre efficacité. D'accord. C'est-à-dire que la confiance de se dire, l'estime de soi, en fait, finalement. Et si tu as l'impression que tu es bon dans ce que tu fais, ben, tu vas avoir envie de le continuer. Et je dirais que c'est un peu comme les gens qui ne savent pas quoi faire comme métier, qui commencent un métier, ils sont bons dans ce métier-là, ils continuent, puis ils finissent par aimer le métier. Et Mhm. ben, c'est souvent comme ça que ça se passe. Pour ça que je trouve que c'est le terme, c'est en forgeant qu'on apprend, enfin qu'on devient forgeron, plutôt pas qu'on apprend à devenir forgeron, c'est plutôt qu'on devient forgeron. Ben, c'est vachement plus profond que ce qu'on peut penser comme proverbe. Parce que en fait, c'est vraiment comme ça. C'est-à-dire que tu deviens forgeron, tu ne deviens pas un mec bon en forge. Tu Mhm. deviens forgeron parce que tu finis par aimer ce que tu fais parce que bah, tu sais, c'est un peu l'effet de simple exposition aussi. C'est-à-dire que si tu aimes bien ce que tu fais, si tu te sens bon dans ce que tu fais, tu vas le faire plus. Si Mhm. tu le fais plus, bah, tu vas finir par plus l'aimer parce que tu t'exposes plus souvent au truc. Et ça va finir par faire partie de toi. Et je pense que c'est que comme ça, en fait, qu'on va pouvoir amener les gens à faire plus de sport. Parce que rappelons-le, le sport, c'est important pour la santé. Et donc, je pense que nous, en tant que coach sportif, on doit vraiment être avant tout des motivateurs. Et c'est un aspect qui passe complètement à la trappe en ce moment où on essaye un petit peu de dire ah oui mais lui ton coach il est nul parce que les coachs BPGEPS ils sont nuls parce qu'en fait bah ils savent pas bien ils ont pas des bonnes formations, ils savent pas comment ça se passe au niveau de la science machin et tout. Moi je suis un mec qui est vachement attaché à la science. Je dirais jamais qu'un coach en BP est nul parce qu'en fait on s'en fout qu'ils connaissent bien la science de je sais pas quoi. Tant que c'est un mec qui va faire en sorte que les gens, quand ils vont faire des séances avec lui, ils vont avoir kiffé et ils vont avoir envie de revenir faire du sport. C'est un bon coach et c'est un 10 fois meilleur coach que le gros bâtard qui va se la péter en termes de connaissances et qui va arriver et qui va te dire oh, mais ça tu fais de la merde, là tu fais de la merde, là tu fais de la merde, qui va dégoûter tout le monde et du coup ben qui va comment dire avoir un impact beaucoup plus négatif sur la communauté du sport que le mec qui connaît rien, mais qui motive les gens. Et c'est pour ça que, malgré le fait que je pense que, par exemple, j'avais fait une vidéo sur Thibaut InShape, il ne sait pas s'entraîner, même s'il ne sait pas s'entraîner selon ce que moi, ce qu'il a montré dans sa vidéo vis-à-vis des objectifs qu'il veut faire, c'est pas grave, parce qu'il a un impact positif de malade sur la communauté du sport et c'est très bien qu'il existe. Ce serait encore mieux s'il existait avec des bonnes connaissances, on ne va pas dire l'inverse. Mais c'est très bien qu'il soit là. Il a un impact plus positif. Juste, ce serait. Mais encore que lui, je l'aime bien parce qu'au moins, il ne dit pas qu'il a la science infuse. Et ça déjà, c'est énorme. Il dit bon, voilà, moi, c'est ce que je fais. Après, c'est pas forcément vrai, mais c'est ce que je fais. Et déjà, ça, c'est pas mal. Ouais, Déjà, ça. c'est vrai que Ouais. le gap entre ce que tu sais en tant que coach, ce que tu as appris, ce que tu as lu, et ensuite comment tu l'appliques avec tes clients, c'est vrai que c'est presque deux mondes complètement Ouais. différents. Parce que tu peux, bah, comme tu es, vachement calé sur beaucoup de sujets, du fait que tu lis beaucoup, du fait que tu compiles ces vidéos et que tu arrives à expliquer ces sujets des fois compliqués de manière très simple, on va dire, ça fait que tu as une compréhension des sujets très, très approfondie. Mais ça voudrait, c'est pas, il n'y a pas un égal qui va dire que parce que je sais, maintenant je peux l'appliquer de manière efficiente avec mes clients. Donc et c'est peut-être, à mon avis, c'est peut-être un domaine dans le coaching dont on ne parle pas assez. C'est justement l'application de tout ce qu'on sait, des connaissances. Comme tu as dit,
suivant les contextes, suivant les clients, suivant les besoins, suivant les objectifs, suivant les contraintes, peut-être qu'on a aussi au niveau, que ce soit matériel, que ce soit blessure, que ce soit antécédent, etc. Mais en fait, c'est l'individualisation. Pour moi, Mmh. c'est déjà d'une part l'individualisation. Pour moi, c'est là-dessus qu'on va faire les plus gros progrès dans les quelques années qui vont arriver. Mmh. Et surtout, c'est le fait d'être coach, en fait. C'est-à-dire que tu pourras être le meilleur programmateur du monde. Tu vois, genre, mec qui fait les programmes, tu vois, voilà, les meilleurs programmes du monde. Si tu n'es pas capable de les faire appliquer à tes clients, tu n'es même pas un mauvais coach. Tu n'es pas un coach. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est qu'un coach, c'est le mec qui sait faire du sport aux gens et qui fait en sorte qu'ils continuent à en faire. Mmh. Sinon, tu n'es pas un coach. Tu es un mec qui s'y connaît bien. Et ça, c'est pas. Ça, faudrait quand même que certains arrivent à le prendre en compte. Tu as parlé de quelqu'un qui sait de quoi il parle. Donc, est-ce que tu peux parler des moments où tu t'es rendu compte que tu avais tort sur un certain sujet, que ce soit par rapport à quelque chose que tu disais sur le moment, par rapport à peut-être une vidéo que tu as fait il y a 1 an ou 2? Comment tu gères ces choses-là et est-ce que tu as 2-3 exemples pratiques? Euh, Comme je prends toujours beaucoup de pincettes dans mes vidéos en disant, ben Mmh. voilà, je pense que c'est à peu près ça. C'est les moments où je me trompe vraiment, tu vois, genre hardcore, je pourrais pas en avoir en tête. Tu vois, des moments vraiment, tu vois, genre catégoriquement, j'ai Mmh. vraiment eu tort parce que j'ai toujours dit, ben voilà, c'est à peu près ce que je pense. Mais les idées que j'ai eues par le passé, j'en ai eu. Par exemple, notamment, je voyais peu l'intérêt des cycles de progression à la Rudy Koya, tu vois. J'avais fait une vidéo là-dessus. Les cycles de progression, ça sert à rien. Enfin, c'était le titre. Hein. Je n'ai pas dit ça dans la vidéo. Hein. J'ai dit, je voyais pas l'intérêt. Pour moi, c'était une méthode qui était, bon, bah, pas meilleure qu'une autre ou même peut-être inférieure à d'autres, tu vois. Et en fait, plus je progresse dans ma compréhension du truc, plus je me dis, non, en fait, sa méthode, elle est franchement pas mal, voire c'est une des meilleures méthodes, mais c'est pas pour les raisons qu'il invoque. Et je pense que la plupart des fois où je me suis trompé sur des sujets, tu vois, même dans une vidéo assez récente, tu vois, par exemple, je dis que moi j'aime pas trop les oméga 3. Ben, tu vois, je pense que là, il y a 2-3 études récentes qui sont sorties en me disant, qui me font me dire, bah, peut-être qu'en fait les oméga 3 c'est très bien et qu'il faut en prendre, tu vois. Mais c'est pas pour les raisons que les gens défendent. Mmh. C'est parce que il y a d'autres études qui sont sorties en mode bah, ah ouais, en fait, si ça se trouve, c'est bien, tu vois. Et c'est souvent ça le truc, c'est que je, si j'ai eu une qualité, on va dire, peut-être, voilà, c'est que je suis ultra attaché à penser les trucs vrais, tu vois, à essayer de, voilà. Et donc, comme je suis ultra attaché à ça, le fait de changer de paradigme, ça ne me pose pas de souci si les preuves sont là. Mmh. Donc, si la preuve, elle n'est pas convaincante pour moi, je ne bougerai pas. Et je vais sembler être inflexible et presque de mauvaise foi. Je vais dire, mais enfin, la preuve, elle n'est pas là. Tu vois. Donc, je ne vais pas bouger juste parce que tu m'as dit qu'il faut que je bouge. Mais si la preuve est là, tu vois, je vais passer de l'un à l'autre ultra facilement. Parce qu'en fait, je vais être en mode, bah, la preuve, elle est là. Qu'est-ce que tu veux que je tergiverse sans s'étendre? Si les preuves sont là, bah, elles sont là, tu vois. Et par exemple, tu vois, je parlais des édulcorants ou quoi que ce soit. Tu vois, je suis un petit peu opposé aux édulcorants. J'ai un biais contre les édulcorants. Mais quand j'ai vu les preuves qui m'ont dit bah, les édulcorants, c'est pas dangereux pour la santé, j'ai pas dit non, mais on n'a pas trouvé de machin. Je me dis, bah, écoute, ça a été étudié, maintenant ça a été prouvé comme pas dangereux pour la santé. Donc bah, il faut l'admettre, et puis c'est tout. Bah oui, justement, j'avais parlé des édulcorants dans une vidéo où j'avais eu vraiment très faux. Tiens, d'ailleurs, une vidéo où j'avais vraiment eu très faux en disant ouais, mais ça a provoqué des cancers chez les rats et tout. Et en fait, on m'a dit non, mais en fait, c'est une étude qui est complètement frauduleuse sur laquelle tu t'es appuyé. J'ai dit ah ouais, merde, pardon, j'avais pas vu. Bah merci. Et voilà quoi, tu vois. Et je pense pas que ça coûte plus cher que ça d'avouer qu'on s'est trompé. Mais il faut toujours le mettre au centre de ses valeurs. C'est-à-dire, parce que dès le moment en fait
où tu mets le fait d'avoir plus de crédibilité au centre de tes valeurs, dire bah voilà, moi j'ai envie de dire des choses vraies parce que comme ça, les gens ils verront que je suis crédible et donc du coup, peu importe ce que je dis à partir de maintenant, il faut jamais que je revienne compte parce qu'on va avoir l'impression que je suis pas cohérent. Là, tu t'enfermes dans un truc où tu vas finir par avoir tort un jour et tu vas t'enfoncer dans ta connerie. Donc, quel conseil tu aurais pour des coachs qui ont peut-être de la peine à garder un regard critique sur ce qu'ils font, qui ont peut-être tendance à s'engouffrer dans les brèches qu'ils trouvent, ou ils voient quelque chose, une méthode, une pratique lambda, et ils se lancent dedans à fond et maintenant ils jurent que par ça et il n'y a rien d'autre qui est vrai et c'est la seule chose. Quel conseil tu aurais pour ces coachs-là? Eh ben, moi, en fait, j'aurais le conseil de dire, si tu te lances à fond dans ta méthode, vas-y vraiment à fond. C'est-à-dire que, en gros, tu ne peux pas dire que tu te lances à fond dans une méthode sans l'avoir comprise. D'accord? Et donc, à partir de ce moment-là, si tu veux la comprendre, ta méthode, il faut que tu l'analyses le plus possible sous tous les détails possibles, etc., etc. Et il faut appliquer la méthode des scientifiques à ce moment-là, c'est-à-dire d'avoir une réflexion inverse. C'est pas je vais construire le plus beau château possible et le blinder, c'est il y a ce château-là et je vais prendre tous les trucs que j'ai, tous les boulets, tous les machins que j'ai, je vais le lancer dessus, je vais tout lancer dessus et si ça tient pas, enfin s'il tient malgré tous les boulets qui restent intacts, c'est que j'aurai raison. Mais il faut en fait être son plus grand critique parce que le jour où un mec va arriver avec une critique sur ta méthode et que tu n'y auras pas déjà pensé, tu vas te retrouver comme un blaireau parce que tu vas être en mode ah. Et donc moi je recommande vraiment de se lancer à fond dans le sens où, mais à fond en mode comme un scientifique, c'est-à-dire tu prends ta méthode et c'est toi qui es le pire bâtard envers celle-ci. Et si jamais tu réussis pas, vas-y, fonce. Enfin, continue à faire ce que tu veux. Ouais, comme tu as dit, je pense que c'est un point qui est important à, à rappeler, c'est que le processus scientifique, c'est pas d'essayer de vérifier ses croyances. C'est de tout faire pour essayer de les découper et de les casser. Et tant que ça tient, on peut dire que c'est une hypothèse qui, pour le moment, tient la route. En anglais, on dit last man standing. C'est le dernier homme debout, si on veut le traduire directement. Et c'est vraiment ça, la science. C'est pas parce qu'il y a une étude qui a dit oui, c'est que c'est la vérité. C'est simplement que à l'heure actuelle, avec les méthodes de mesure qu'on a à disposition, avec la recherche qui a été faite jusqu'à maintenant, on arrive à dire avec un certain degré de sûreté ou pas, si cette hypothèse tient encore la route par rapport à tout ce qu'on avait fait avant, mais ce sera jamais la vérité absolue. Et peut-être une bonne transition pour la prochaine question, qui serait qu'est-ce que tu penses il me semble être un petit peu un courant à la mode ces jours-ci, de tout mettre sur les études scientifiques, de tout miser là-dessus, d'être très je ne parle que à partir de la science. Si ça n'a pas été vérifié par une double-blind placebo study, je ne vais pas m'y filer. Un petit peu presque un absolutisme, si on veut, peut-être la religion appliquée à la science d'une certaine manière, si tu vois ce que je veux dire. Alors, je pense qu'il faut différencier la science et la méthode, déjà. C'est-à-dire que la science, en théorie, c'est la méthode. Maintenant, les domaines qu'a couverts la science, ou les domaines qu'a couvert la science, bref, on passera sur mon erreur de français s'il y en a une, mais tous ces domaines-là, en fait, tous les domaines n'ont pas été couverts par la science. Il y a des champs de possibilités qu'on ne peut pas explorer puisque la science est un processus méthodique et donc lent. Donc, il y a beaucoup d'hypothèses qui n'ont pas été testées. Et ça pour diverses raisons. Sur ces domaines-là qui n'ont pas été testés par la science, dans ce cas-là, on ne peut pas se fier à des études scientifiques, il n'y en a pas. Donc, il faut soit se fier aux meilleurs proxys d'études scientifiques, des fois il y en a, des fois il y a des trucs qui sont à peu près similaires, on peut inférer par rapport à ça, soit se fier à son expérience qu'on a vis-à-vis de ça et aux mécanismes qu'on pense, parce que c'est encore une fois de la proxy en fait finalement. Dire bon voilà, je vais prendre les mécanismes que je pense qui peuvent expliquer ça et je vais le comparer un peu à mon expérience de terrain.
Et à ce moment-là, effectivement, ben, c'est pas, en fait, faut pas que tu te dises, ah là là, je ne crois rien si ça n'a pas été prouvé en étude double aveugle randomisée. Mais s'il y a un truc qui a été prouvé en étude double aveugle randomisée, ça passera toujours devant l'expérience de terrain. Tu vois, il faut pas te dire en fait que l'expérience c'est nul, absolument nul, etc. Mais ça restera toujours inférieur si tu as l'équivalent, parce que en fait, l'étude scientifique, ça n'est que de l'expérience, mais mieux faite. En fait, c'est tout. Et du coup, moi, dès qu'il y a quelqu'un qui me dit oui, mais il faut pas, comment dire, oui, mais enfin, il a 40 ans d'expérience, alors c'est pas une étude qui va. Là, je dis non, 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 tu peux pas faire de bataille d'expérience face à la science. La science, elle ne fonctionne pas comme ça. La science sera toujours supérieure. En revanche, si tu me dis ça n'a pas été étudié et lui, il a 40 ans d'expérience sur le sujet, je vais être le premier à l'écouter. Je vais dire bah tant mieux. C'est génial, tu vois. En plus de ça, il faut faire bien gaffe à d'autres trucs. C'est-à-dire que même quand tu as une étude scientifique, ça ne veut rien dire. Il faut qu'il y ait un consensus. C'est-à-dire que une étude scientifique face à un avis d'expert, bon, bah, c'est l'étude scientifique qui va gagner parce qu'un avis d'expert. Une étude scientifique face à plein d'avis d'experts, bon, bah, s'il n'y a qu'une seule étude scientifique qui dit ça, il y a grande chance pour qu'il y ait un faux positif quelque part, tu vois. En revanche, plein d'études scientifiques face à plein d'avis d'experts, bah, c'est le plein d'études scientifiques qui va gagner en fait. Parce que quand tu as un consensus scientifique, même si tu as plein d'experts qui pensent que c'est pas vrai, bah, il y a quand même beaucoup plus de chances que les experts soient induits en erreur par des biais que les études. Et c'est tout en fait. À partir de là, une fois que tu as compris ça, voilà, moi je pense par exemple à Franz Bosch. Franz Bosch, il dit des trucs super intéressants qui n'ont pas pu encore être expérimentés scientifiquement. Je ne pense pas qu'il faille jeter ses bouquins à la poubelle, loin de là. Je trouve que c'est vraiment très, très utile ce qu'il dit. Et même si ça ne se retrouve pas être vrai dans l'intégralité, parce que ça met, enfin, encore une fois, l'erreur est humaine, machin, etc., je trouve qu'il y a quand même un intérêt à le lire, tu vois, et même si ce n'est pas ultra démontré scientifiquement de la mort qui tue. Comment est-ce que, pour passer à ce sujet-là, comment est-ce que tu conseillerais aux gens d'apprendre ou d'être à l'aise avec faire la part des choses quand on parle de certaines personnes qui ont certaines idées et que simplement parce que tu aimes la personne, ça ne veut pas dire que tu dois être d'accord avec tout ce qu'ils disent. Et pareil, dans l'inverse, si tu peux ne pas aimer quelqu'un, mais cette personne a des propos qui seraient valides sur certains sujets. Donc, et ce que je vois en tout cas à l'heure actuelle, c'est un peu beaucoup de peine en fait. Les gens ont beaucoup de peine à différencier ces choses-là et à segmenter, si on veut le dire comme ça, la façon dont ils voient les choses. Et on est très aisément, on va attaquer la personne à la place d'attaquer ses idées. Et même chose dans l'autre sens, si tu attaques les idées de quelqu'un, on en parlait juste avant l'enregistrement, attaquer les idées de quelqu'un pour les idées elles-mêmes, pas parce qu'elles viennent d'une certaine personne. Pour certaines personnes, ça veut dire, en fait, tu t'attaques directement à la personne qui a eu ces propos-là. Et en fait, là, on rentre dans une espèce de sujet très philosophique. Et moi, je pense que beaucoup de personnes auraient intérêt à étudier, même de façon informelle, je ne dis pas se plonger dans des bouquins ou quoi que ce soit, mais à se renseigner sur la philosophie et, et la philosophie morale et ce genre de choses-là, en fait. Parce que le gros problème, moi, je trouve un des gros problèmes que je trouve dans notre société, c'est qu'on veut tellement pas faire de la morale, on a tellement fait de la morale quelque chose d'un petit peu de pas bien, tu vois, paradoxalement, parce que finalement la morale c'est justement le bien et le pas bien, que en fait on est des très mauvais moralistes. On est très très mauvais et du coup plutôt que de chercher à vouloir s'en absoudre, je pense qu'on devrait au contraire aller à fond dedans, devenir des bons moralistes. Et du coup, à ce moment-là, comme on devient meilleur en morale, on devient capable de faire ces espèces de distinctions-là. Bon, ça, c'est d'une part. D'autre part, il faut aussi que les gens s'intéressent à la méthode scientifique, parce que la méthode scientifique, justement, ne s'attache pas aux gens. La méthode scientifique, je parle en particulier de son application zététique, par exemple. C'est-à-dire,
on ne s'attache pas aux gens, on s'attache aux arguments. Parce que si on devient capable d'analyser un discours, alors on devient plus capable de faire la part des choses entre le discours et la personne qui l'a proféré. Parce qu'en s'intéressant à la zététique, on se rend compte qu'on a tous des biais. Et ça ne veut pas dire du coup que si la personne en face a des biais, elle est plus conne que nous. Ça veut juste dire que elle a des biais et qu'elle n'en est pas consciente. Et c'est tout. Et quand tu deviens capable un petit peu d'avoir ça, il faut aussi rajouter après derrière de l'altruisme. Ça veut dire essayer altruisme et en même temps mêlé à de l'empathie. C'est-à-dire, il faut voir la personne en face de toi comme la personne que tu serais devenue si tu avais eu ces conditions de vie. Tu serais devenu exactement cette personne-là si tu avais eu ces conditions de vie. Donc, ça veut dire elle ne vaut pas moins que toi. Et ça veut dire que tous les êtres humains, absolument tous, se valent parce que on aurait l'essence même de notre existence là, c'est la même en définitive. Donc si tous les gens se valent et qu'on respecte tout le monde de cette façon-là, les idées finalement, c'est pas grave de les attaquer. C'est même bien parce que si tu arrives à te détacher de tes idées, tu vas progresser toute ta vie en fait. Et si les gens arrivent à se détacher de leurs idées, et tu peux leur en apporter de nouvelles, et donc du coup tout le monde progresse. Et en fait, c'est peut-être une des façons les plus concrètes de faire progresser toute l'humanité que d'arriver à détacher les gens de leurs idées. C'est si jamais, mais il y a aussi un problème aussi, hein, c'est le problème inverse, et c'est pour ça que ça peut être très mal pris. Le problème inverse, le premier problème, c'est que nous, on attache des idées aux gens, donc voilà, mais en plus, les gens s'attachent des idées eux-mêmes. C'est-à-dire que y a pas mal de fois où tu as des gens qui vont en fait rester à fond derrière un truc en particulier parce que ça fait partie de leur identité. En fait, parce qu'ils se sont définis par rapport à leur culture. En fait, c'est pas quelque chose qui leur appartient, c'est quelque chose qu'ils sont. C'est je suis expert en château. C'est pas j'ai une expertise en château, tu vois. Voilà. Donc, du coup, si tu dis j'ai une expertise en château, on va dire, le mec, tu lui apprends un truc sur les châteaux, il va être content, tu vois. Parce que ça augmente son expertise en château. Tu lui apprends un truc qui est vrai, donc qui peut lui enlever de la connaissance, qui peut lui enlever un bout de sa connaissance parce que ça se trouve, tu lui apprends qu'un truc qu'il savait était faux. Donc du coup, ce truc-là que tu lui apprends, c'est vrai, mais ça lui enlève un petit peu d'un bout de son expertise parce qu'en fait, il peut plus, voilà. Mais ça a quand même une valeur positive pour lui parce que du coup, il dira plus de trucs faux, donc ça l'augmente, on va dire. Et le mec qui a une expertise, il va être content. Le mec qui est expert, il va pas être content. Parce que là, tu lui as enlevé un bout de son âme. Tu lui as enlevé un bout de lui-même, en fait. Tu l'as attaqué, lui. Et donc, il va très probablement s'empourprer et commencer à le prendre comme une attaque. Alors que c'est pas vrai. Tu l'as aidé, en fait. Et donc, bon, je dis pas en revanche d'être un connard dans la façon qu'on a de le dire. C'est-à-dire que, et c'est là tout l'intérêt, c'est si tu arrives et que tu dis à un gars, oui, espèce de connard, regarde la synthèse protéique, ça se fait pas par les dommages musculaires, tu es vraiment un abruti. En fait, tu lui auras dit un truc vrai, mais tu l'auras aussi attaqué sur la personne qu'il est. Parce que tes insultes, c'est adressé à sa personne. Et donc, moi, tu vois, si un commentaire est vrai, qui me remet en question, qu'il est pertinent, etc., mais qu'il est blindé d'insultes, je le vire direct. Parce que peu importe qu'il essaye de m'apporter des trucs, s'il le fait en m'insultant, je ne veux pas l'écouter. C'est comme ça. Et j'en ai marre aussi de cette espèce de fausse bienveillance de gens qui arrivent et qui te disent, tu vois, tout le monde a sa façon de parler. Moi, je n'en voudrais jamais à personne de me parler, tu vois, avec un ton un petit peu hautain, machin, etc. Si je sens que ça fait partie de sa personnalité et qu'il n'a pas envie d'être forcément hautain avec moi, tu vois, mais juste que
il n'en a pas l'habitude. Mais il y a une vraie différence entre ça et entre vouloir, tu vois, le mec qui arrive et qui est hautain parce qu'il pense qu'il a raison et du coup, tu vois, ça c'est bien différent. Et donc, je pense que il faut, et ça c'est une des maximes que j'ai, peut-être une des phrases qui m'a le plus marqué, qui m'avait été racontée par un professeur de kendo très intelligent, je trouve, enfin bref, un des professeurs de kendo, et qui s'appelle bienveillance et sincérité. Si ta phrase, elle est pas assez bienveillante et sincère, ça sert à rien de la dire. Que de la bienveillance, c'est de l'hypocrisie. Que de la sincérité, c'est être un connard. Bienveillance et sincérité, c'est que les conseils ou quoi que ce soit, ta phrase, elle vaut le coup d'être dite. À ton avis, ce manque, il vient d'où dans la société dans laquelle on vit? C'est ce manque de capacité à justement à dissocier la personne et ses idées. En y repensant comme ça, à mon avis, c'est peut-être un des sujets les plus importants qu'on aurait dû aborder dans notre cursus éducatif, euh, avec aussi l'idée de comment apprendre et comment chercher des informations et comment aller voir le pour et le contre pour ensuite te faire tes propres idées. Je veux dire, on en revient peut-être à la pensée critique, mais c'est ça. Où est-ce que ces choses-là devraient figurer dans notre éducation, dans nos plus jeunes années, pour qu'ensuite on puisse, idéalement, une fois qu'on a tout notre cerveau à 25 ans, pouvoir se comporter comme des humains corrects envers d'autres humains? Tu vois, je te parlais de philosophie morale avant. Et en fait, on y revient. C'est-à-dire que pour moi, dans l'école, les cours prioritaires, ça devrait être la méthode, donc cours de zététique en fait, cours de méthode scientifique, tu vois. Cours de philosophie morale, avant tout, mais philosophie tout court, parce qu'en fait, les philosophes morales se fondent sur des travaux qui viennent d'avant, donc si tu n'abordes pas tout, c'est compliqué, tu vois, mais philosophie morale. Et je pense qu'on devrait aussi, et c'est possible de le faire à n'importe quel âge, hein. Je précise parce qu'on pourrait penser que c'est, non, ça a fonctionné la zététique sur des gamins en CE1, ça a fonctionné la philosophie morale pour, il y a des gens qui font des initiatives pour les petits, ça fonctionne très bien. C'est juste qu'on ne veut pas les inculquer parce que ce qu'on met le plus en avant dans nos cultures, françaises en tout cas, je ne sais pas pour la Suisse, mais je pense que c'est un peu la même chose, c'est le gars qui a le plus de connaissances, c'est lui qui est le plus intelligent. Ce qui n'est pas vrai. C'est le gars qui a le plus de connaissances, c'est celui qui a le plus de culture. Ça ne veut pas dire que la culture, c'est pas une manifestation de l'intelligence. Parce que, en fait, un mec qui a beaucoup de culture, c'est souvent un mec qui est très curieux. Donc, un gars qui est très curieux, en règle générale, il a plus de facilité, on va dire, à être intelligent parce que il va emmagasiner plein de trucs, et au bout d'un moment, quand tu emmagasines plein de solutions possibles, tu finis par avoir plein de réponses à plein de problèmes possibles aussi. Donc ça ne veut pas dire que la culture, c'est pas une forme d'intelligence, et je trouve qu'on résume ça bien trop vite de temps en temps, mais au fait, tu vois, genre, il y a plein de gens qui disent, ouais, mais cultiver, c'est pas être intelligent, machin et tout. Non, c'est pas aussi vrai que ça, mais je pense que la culture, tu peux l'acquérir toute ta vie, finalement. Et ça ne te fera pas défaut d'avoir moins de culture quand tu es enfant, parce qu'en fait, au-delà de savoir lire, écrire, compter, machin, etc., on est d'accord, mais au-delà de ça, ça ne te fera pas forcément défaut parce qu'en définitive, la somme de culture qu'on t'apporte à l'école, elle est utile, mais tout ne t'est pas utile. Donc ça veut bien dire qu'à un moment, il y a des trucs qui auraient pu être plus essentiels, qui auraient pu être utiles tout le temps. Et la méthode, par exemple, la philosophie, je pense aussi la nutrition, parce que je sais que ça peut sembler bizarre dit comme ça, mais je pense que la nutrition, comme on se nourrit toute notre vie, ça pourrait quand même être intéressant d'avoir des cours dessus, tu vois. Des trucs comme ça, tu vois, ça devrait faire partie de notre cursus éducatif beaucoup plus, oui. Et pour moi, on loupe un truc avec l'éducation des enfants, ou est-ce que c'est fait sciemment aussi? Je ne sais pas, je ne suis pas dans la théorie du complot, mais je me dis que notre système éducatif est quand même hérité d'une certaine
d'une certaine éducation qui s'est peut-être faite comme ça parce qu'on avait besoin d'un certain type de population à une époque. Et ben, peut-être qu'on ne le loupe pas, mais peut-être qu'on n'a pas assez bien actualisé. Peut-être que maintenant, on aurait besoin de beaucoup plus de personnes un peu plus éveillées au niveau de leur méthode, etc. etc. Bref, j'ai probablement perdu la question du départ, mais je pense qu'on a pas mal digressé, que c'était quand même intéressant. Alors, je crois que c'était parfait. Est-ce que ça t'est déjà arrivé sur tes vidéos, sur les travaux, quand tu t'amènes à critiquer, donc encore une fois, pas nécessairement une personne, mais les idées ou les propos qui tiennent, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des réponses positives de la part de ces personnes? Oui, ça m'est déjà arrivé d'avoir ça de majeur mouvement. C'est-à-dire que j'ai été un petit peu vindicatif, j'avoue, parce que ça m'avait un peu énervé. Ils disent un truc, je ne me souviens plus ce que c'était, mais c'était un truc du style, ah oui, les abdos, on n'a pas besoin de les bosser pour faire de l'hypertrophie, parce que de toute façon, avec les mouvements polyarticulaires, ben, on les fait déjà bien assez travailler. Mhm. Et c'est en mode, bah, tu peux pas dire ça, c'est pas vrai. C'est-à-dire que bien sûr que si tu fais des crunchs, bah, tu vas avoir, enfin, crunch lesté avec surcharge progressive, etc., bah, ça va faire augmenter l'hypertrophie de tes abdos, tu vois. Et en fait, les mouvements polyarticulaires, bah, oui, ça va les faire fonctionner pour la stabilisation, pour le côté fonctionnel, ça bien sûr, et c'est très bien. Mais voilà, et j'avais dit ça en story, j'avais dit, c'est pas possible pour un mec qui est professionnel de la santé, qui a une aussi grosse endurance, de dire des trucs pourris comme ça, quoi, tu vois. Et en fait, il m'avait contacté en privé. Je lui avais envoyé les études et il m'a dit bah, t'avais raison, c'est vrai, super, merci. J'ai fait bah, génial. Tu vois, genre j'étais en mode bon, bah, en fait, il y a des mecs avec qui sont. Enfin voilà, ça m'a redonné un peu fouet. Et puis de temps en temps, j'essaie maintenant, avant de faire une vidéo, d'envoyer des messages privés aux gens sur qui je vais faire la vidéo parce que bah, je sais pas, peut-être qu'ils peuvent répondre. Et voilà, ça m'est arrivé notamment avec Aline. Tu vois, Aline Dessine. Mhm. J'ai envoyé un message en me disant bon, voilà, j'ai envie de faire une vidéo les stupidités du FIDM sur ce que tu dis parce que c'était franchement, c'est pas vrai, tu vois. Et en fait, j'ai pas fait ma vidéo parce qu'elle m'a répondu et elle m'a répondu des trucs, etc. Bon, alors ça restait pas vrai, mais elle a fait quand même une correction, Mhm. tu vois, de certains trucs. Mhm. Donc je lui dis bon, je peux pas, tu vois, genre, ce sera un peu ça sera un peu une punition d'arriver et de lui dire, ben voilà, t'as fait de la merde et je t'ai prévenu, mais je vais quand même te défoncer, tu vois. Alors c'est pas mon objectif hein, de la défoncer et à ne pas sortir de son contexte d'ailleurs. Et mais c'est pas mon objectif d'arriver et de taper sur les gens. Je ne tape jamais sur les gens, je tape sur les idées. Mais je sais que ça peut quand même être mal pris, notamment de sa part, et qu'elle aurait pu se dire, bah, quand même, j'ai fait l'effort de te répondre et tout. J'ai essayé de faire un erratum, etc. Et bah, tu as quand même sorti ta vidéo, tu vois. Je dis, ouais, c'est vrai. Tu vois, je le comprends. Dans le meilleur des mondes, j'aurais quand même dû faire ma vidéo parce qu'elle n'avait pas tout corrigé et ça aurait été intéressant. Mais il faut encourager les gens au bout d'un moment. Tu peux pas être intransigeant non plus et dire, bah non, en fait, c'est pas bien et puis c'est tout, tu vois. Il faut savoir faire des compromis de temps en temps si tu veux que le monde aille mieux. Donc j'ai fait ce compromis-là. Après, je le fais pas pour tout le monde non plus. Hein. Et puis, il y a des gens qui me répondent pas, donc tant pis. Non, mais je pense que c'est important de garder dans ta quête de la vérité, si on veut parler comme ça, de rester intellectuellement honnête et de pas juste aller chercher les gens parce que donc je pense que c'est une bonne chose de ta part. Quelle question tu vois pas très souvent et tu aimerais bien voir plus souvent dans tes commentaires de vidéos? Euh, alors, ça, c'est une bonne question. Quelle question je ne vois? J'en vois plein, en fait, hein, des questions. Il y en a vraiment plein. Et moi, j'aimerais bien voir plus souvent dans mes commentaires qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. Parce que c'est comment est-ce que je peux faire pour te soutenir, tu vois? Parce Mhm. que autant c'est très très accepté dans le domaine de la vulgarisation scientifique de soutenir les gens, dans le domaine de la création artistique, de soutenir les gens aussi sur Utip, Tipeee, machin, etc. Autant dans le monde du sport, je ne sais pas pourquoi, les gens achètent des programmes honteux à 50, 100 balles, 200, 300 balles qui sont, enfin voilà, quelquefois, c'est juste ce que je dis dans mes vidéos en moins bien. Tu Mhm. vois. Et les gens achètent.
Mais alors, lâcher 1 euro par mois sur Tipeee ou quoi que ce soit, alors là, c'est la fin du monde. Et je me dis, c'est pas possible, quoi, tu vois. Genre, si vous aimez bien le contenu gratuit que je propose, lâcher 1 euro par mois, vous êtes 1000 à le faire, allez, tu vois, 1000 à le faire, j'en vis. Et la qualité des vidéos, elle augmente stratosphériquement. Je peux en faire plus souvent. Je peux continuer à faire ce que je fais. Et si vous avez confiance en moi, ben, donnez. Et je ne sais même pas de la manche ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de gens qui comparent ça en disant oui, c'est un peu comme si tu faisais la manche, machin et tout. Non, parce que quand tu donnes à un mendiant, t'espères pas qu'il fasse des meilleures vidéos. T'espères pas qu'il te fasse toi des meilleures vidéos. C'est pas ça la manche. Et lui, il a rien fait pour commencer, pour t'aider à avancer. Ouais. Exactement. Il t'a pas dit. Voilà, j'espère que tu donnes à un mendiant par altruisme, pas pour le récompenser d'un truc, tu vois. C'est pas ton caniche le mendiant. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce serait presque même plus si tu veux, de la récompense qui s'apparenterait à du dressage, si tu veux, à la rigueur, le Utip ou le Tipeee, mais pas de la mendicité. Donc voilà, et j'aimerais bien que les gens fassent plus de trucs pour m'aider, me rendre service. Alors, je dis pas qu'il n'y en a pas qui le font, il y a des mecs géniaux qui m'assistent, notamment sur le Discord, des types super. Et je ne suis pas en mode grid, en mode oh là là, vraiment, je suis Calimero, personne ne m'aime, personne ne m'aide. Voilà. Non, pas du tout. Mais j'aimerais bien qu'il y ait plus de gens qui aient cet élan-là. Bon, faut dire que ma chaîne, problème, c'est que aussi, elle attire pas forcément le public le plus donneur, parce que je pense aussi qu'il y a pas mal de gens qui sont très éduqués et que malheureusement, les gens très éduqués, enfin c'est très bien d'avoir des gens très éduqués qui me suivent ou quoi que ce soit, mais malheureusement, on va dire les gens très éduqués, ils ont tendance à être moins facilement influençables. Tu vois, et je sais que les gens qui donnent, on va dire, et je dis pas du tout que tous les gens qui donnent sur Tipeee sont influençables, il y en a qui le font vraiment c'est conscient, tu vois ce que je veux dire, mais il y a des créateurs aussi qui se font balarguer des sommes en cash astronomiques, enfin pas en cash, mais voilà, notamment sur les lives ou les trucs comme ça, où les mecs lâchent de la thune, tu vois, à fond, parce qu'ils sont influençables, parce qu'ils adorent trop ce youtubeur-là. C'est tout le problème des simps, on va dire, ou des trucs comme ça. Mais bon, au moins j'ai des gens éduqués, c'est déjà pas mal. Je pense que c'est peut-être un retard culturel qu'on a de ce côté-là de l'Atlantique, ayant vécu 7 ans au Canada, où le mouvement de soutenir un créateur ou quelqu'un qui a une idée, un peu un Kickstarter, si tu veux, dans un sens ou dans l'autre, est beaucoup plus commune et c'est beaucoup plus développé. Et est-ce que ce serait peut-être en parallèle avec le fait qu'on est encore ici, on va dire en Europe, très, très attaché aux structures et aux organisations officielles, entre guillemets, qui nous donnent les informations, et donc on va les chercher là-bas et on s'y fie encore beaucoup, alors qu'on le voit, et c'est un sujet intéressant, on en parlait avec Guillaume sur le podcast, c'est cette nouvelle vague d'éducation, en fait, maintenant, alternative, si on veut, qui ne vient pas des entités éducationnelle, entre guillemets, de base que tout le monde connaît, mais qui vient soit d'organisations indépendantes, soit de personnes, des individus qui amènent quelque chose qui est très bien formulé, qui est très bien encadré, qui est très bien livré et qui, encore une fois, amène une plus-value qui est super intéressante par rapport à ces organes-là. Donc, est-ce que tu penses que c'est juste une question de quelques années pour qu'on rattrape un petit peu ce retard? Je pense que c'est pas une question de quelques années pour qu'on rattrape ce retard, parce que je pense que c'est un petit peu lié tout ce qui est un peu American Dream, tu vois, genre le côté, en fait, si les gens sont plus sensibles à ça de l'autre côté de l'Atlantique, c'est parce que la libre entreprise, c'est un peu plus dans leur culture aussi. C'est-à-dire que tu as une espèce de… Peu importe ce qu'on pense des Américains, le dollar là-bas, ça a une valeur. Tu vois ce que je veux dire? Et comme ça a une valeur, tu vois, comme ça n'a pas une valeur forcément uniquement de capital, mais une valeur de… je sais pas comment expliquer ça, mais un truc de…
c'est bien de vouloir faire de l'argent, tu vois. C'est bien d'essayer d'entreprendre parce que ça va tirer tout le monde vers le haut. Ça va tirer la société d'avoir des gens qui sont des nouveaux jeunes entrepreneurs dynamiques, on va dire. Et que c'est pas uniquement ouais, la thune, c'est pour les riches. C'est bête de dire ça comme ça, mais pour les riches qui sont méprisants envers le peuple, tu vois. Du coup, on va avoir plus tendance à vouloir donner cette positivité-là, peut-être, aux créateurs qu'on soutient, tu vois, leur donner ces moyens de tirer cette espèce de société vers l'avant, alors que en France, on va peut-être plus avoir tendance à se dire, en Europe, hein, de façon générale, peut-être plus avoir tendance à se dire, bah, cet argent-là, comme c'est moins positif, bah, c'est moins facile à lâcher, tu vois. C'est pour ça on voit très souvent que dans les streams caritatifs en France, là où tu sais que le streamer il va avoir bien moins de thunes, tu vois, ben, ça donne vachement plus facilement. Les e-events, les machins, etc., ils pètent leur score, les mecs. Tu vois, ils explosent tout parce qu'en fait, ben, il y a cette espèce de oh, je vais pas l'enrichir, c'est pas connoté négativement, c'est que du positif. Cet argent, il va aller vraiment que pour des trucs positifs. Ouais. Alors qu'en fait, bah, si ça se trouve, dans sa vie de tous les jours, le mec qui est sur le stream, bah, si tu lui donnais cette thune-là, bah, en fait, ça tirerait aussi très positivement les choses. Peut-être parce qu'on n'en sait rien qu'une association caritative, elle va forcément investir son argent d'une meilleure façon enfin, dans l'absolu, on espère que ce soit le cas. Attention, hein, mais on ne sait pas si c'est vrai. En fait, c'est que la espèce de confiance que tu donnes là-dedans, quoi. Et peut-être qu'aux États-Unis, ils ont justement plus une conscience positive, enfin une appréhension positive du fait que les gens vont tirer le truc vers le haut. Ouais, je te rejoins sur ton analyse. Je pense que la différence dans la façon de concevoir l'entrepreneuriat est certainement présente entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Et ouais, je pense que tu as raison, ça joue un grand rôle là-dedans. Gaïs, j'ai encore quelques petites questions pour toi. Je veux finir avec quelques questions rapides pour l'interview aujourd'hui. Première, ce serait un débat actuel qui n'a pas lieu d'être, à ton avis. Débat actuel qui n'a pas lieu d'être. Dans le monde du fitness. Dans le monde du fitness, parce que j'allais dire, il y en a un autre dans le monde, on va dire, scientifique. Le débat actuel qui n'a pas lieu d'être, c'est est-ce que ça sert à quelque chose les études randomisées en double aveugle? Oui. Donc, je ne comprends pas pourquoi les gens se posent ces questions-là. Après, un débat qui n'a pas lieu d'être dans le monde du sport et du fitness, tac, 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 bah, l'expérience contre les études scientifiques. Ça n'a pas lieu d'être. C'est complémentaire. C'est pas des choses opposées, c'est des choses qui se complémentent. Ouais. Ensuite, je te mets au courant, je te capte plus. Ah, moi je t'entends encore. T'es figé, mais je t'entends. Voilà, t'es de retour. C'est bon. Là, c'est bon. Ok. Là, c'est bon. On repart. Ouais. Ta vidéo qui a eu le plus de succès, mais un succès inattendu. Une vidéo dont tu t'attendais pas qu'elle éclate et en fait, elle a très très bien marché. YouTubeurs tous dopés. C'était une de mes premières vidéos et ça montait tous les jours. Je pensais qu'elle allait avoir un petit succès. Je pensais pas qu'elle allait avoir ce succès-là. J'étais en mode, c'est quoi ce délire, quoi? C'est quoi ce délire? Voilà. Quand tu t'entraînes, avec ou sans musique? Avec podcast, sans musique. Quel podcast t'écoutes en ce moment? J'en écoute plein en ce moment. Ça dépend complètement. Des fois, j'écoute, alors je veux dire, des livres audio, des fois, tu vois. Là, je me suis attaqué à une espèce de. Je suis pas tout. Hein. Il y a des fois où tu vois, c'est ça, mon esprit divague ailleurs, mais je vais attaquer à cette espèce de montagne de livres qui est Rationality de Eliezer Yudkowsky. Et ça fait 50 heures d'écoute. Okay. Donc, c'est gigantesque. Et le mec, en fait, t'explique pas à pas plein de processus de pensée rationnelle. C'est dommage parce que des fois, quand tu loupes un bout, bah, tu as loupé toute explication. Donc, c'est un peu frustrant, mais c'est pas grave. Mais dans l'ensemble, ça te fait gamberger sur pas mal de sujets qui sont cool. J'écoute aussi, j'ai écouté là récemment Houston, We Have a Narrative de
de Randy Olson, je crois, Randy Orson, je sais plus, qui parle en fait du besoin de faire du storytelling dans les sciences, et je trouvais ça intéressant parce que moi je suis un petit peu là-dedans. J'écoute souvent Stronger by Science, parce que voilà, je connaissais pas ton podcast avant, donc très récemment, et je t'avoue que là comme je me suis attaqué à ce livre audio là, c'est un peu compliqué d'écouter quoi que ce soit comme podcast, en tout cas comme nouveau podcast, mais je pense que je m'en mettrai. J'ai écouté un petit peu Revive Stronger, et j'écoute aussi beaucoup, et je t'avoue que c'est un peu pour ça aussi que j'écoute un petit peu moins de trucs de sciences du sport en ce moment en audio. Je lis toujours, pas de souci, mais beaucoup Game of Thrones, et ça c'est un truc du jeu de rôle français, mais alors le type qui tient ça fait un petit moment que j'ai découvert, mais le type qui tient ça d'une main de maître s'appelle Fibre Tigre, et c'est un gars qui est à fond dans le jeu, il connaît plein de trucs tu vois, il fait du roleplay et tout depuis longtemps, mais il fait aussi du game design dans les jeux vidéo, il fait plein de trucs, tu vois, il s'y connaît à fond, et il est génialissime, le maître de jeu est génialissime, et ce qui est oufissime aussi, c'est que j'ai eu l'occasion de le rencontrer parce que j'étais invité sur un plateau pour une émission, et en fait lui passait en invité juste derrière moi, donc il tournait plein d'émissions d'affilée, donc j'ai pu le voir en vrai, et j'étais trop content. C'est un des seuls gars, si tu veux, je l'ai fait pour une ou deux personnes. C'est un des seuls gars que je suis allé. Je lui ai écrit un message sur Twitter un jour. J'ai fait ce que tu fais, t'es un putain de génie. C'est génial. Je voulais juste te signifier ma sympathie parce que c'est juste ouf. J'ai une admiration sans borne pour toi. Voilà. Et du coup, après, je l'ai recroisé derrière. Je lui ai dit, est-ce que tu te souviens? Je t'ai envoyé un message. Je ne m'attends pas à ce que tu t'en souviennes parce qu'il doit y en avoir qui le font régulièrement. Mais voilà, c'était moi le fanboy. Voilà. C'est bien, des fois, c'est bien de changer les rôles de temps en temps aussi. Un livre à recommander, donc pas en audio, mais un livre que tu as lu peut-être ces 12 derniers mois qui t'a marqué. Oula, j'en ai plein. J'en ai plein. Un livre, un seul. Pas ces 2 derniers mois, mais si je devais en recommander 2, allez, on en dit 2 parce que c'est les deux sont par la même personne, et en plus il coûte 3 ou 4 euros l'unité, donc c'est que dalle. Je l'obtiens sur Kindle. Ce sont les livres de Bursley sur l'hypertrophie et la force. Et c'est recueil d'articles de blog, donc c'est pour ça qu'il les fait pas très cher. Mais c'est bien de tout ça d'avoir à un seul endroit. Et c'est trop bien, quoi. Si jamais tu t'intéresses aux sciences du sport, ces recueils sur l'hypertrophie et sur la force, tu fais ah ouais, mais en fait il y a vraiment plein de façons d'individualiser les choses, c'est un mec ultra précis en fait. Je l'adore ce gars-là. C'est une de mes grosses références avec Greg Knuckles, avec James Krieger. Enfin voilà quoi, c'est des mecs. Et Eric Trexler bien sûr. En fait, quand je dis Greg Knuckles, à chaque fois je pense à Stronger by Science. Bref, des mecs géniaux. À ton avis, un domaine dans le fitness qui va gagner en popularité dans les prochains mois ou les prochaines années? Entraînement à la maison. Ouais, blague à part, oui. Pour moi, c'est l'évidence même. Il va vraiment y avoir beaucoup d'entraînement chez soi, le calisthenics, tu vois, les trucs comme ça, ça va vraiment. Les gens vont se rendre compte qu'en fait, ils peuvent devenir énormes en s'entraînant au poids du corps parce qu'ils n'auront pas le choix de faire autrement. Donc, ça va être compliqué. C'est clair. Qu'est-ce que tu souhaites voir plus souvent dans le fit game français ou dans la scène de fitness française en général? Des gens qui sont bienveillants dans leur façon de, même dans les clashs, vouloir le progrès de l'autre. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je vois énormément de gens qui font des trucs ultra salés et tout, et je ne peux pas en vouloir aux gens qui
répondent à une provocation. C'est-à-dire que si tu as quelqu'un qui t'insulte pendant une vidéo d'une demi-heure, faut pas que tu dises pour ton progrès personnel, tu vois, je comprends que tu as envie de le massacrer, tu vois, et de répondre au moins au même niveau. Donc ça, je peux le comprendre. Mais que les gens qui commencent en revanche ça, voilà, j'ai aussi envie, voilà. Si on parle de feed game francophone et qu'on parle de tout ce qu'il y a dans le feed game francophone, j'ai envie que dans les commentaires, et c'est pas que dans le feed game en fait, c'est partout, Twitter, machin, etc., que les gens arrêtent de penser que leur avis est important. Leur avis, on s'en fout. On se fout de l'avis des gens. Ce qui est important, c'est les choses sourcées, prouvées, etc., qu'ils ont à dire. Un avis, et je veux dire par là, attention, un avis qui ne se fonde sur rien à part un avis. Tu vois ? Sauf si c'est un avis positif, parce que dans ce cas-là, il aidera, il t'encouragera. Mais si c'est un avis négatif, et on s'en fout, ça ne sert à rien. Tu n'aides personne. Si tu donnes juste ton avis négatif, tu as juste posé ta merde et tu t'es barré. En fait, la seule personne que tu as aidé, c'est toi-même. Parce que tu as laissé sortir des trucs de toi et donc tu te sens mieux. C'est tout. Et encore que tu t'es même pas aidé tout, vraiment, parce que tu t'es auto-habitué, tu t'es auto-récompensé pour une attitude de merde. Donc en fait, finalement, tu rends service vraiment à personne, donc le fais pas. Et donc, sans pouvoir répondre avec la même réponse, si tu avais une baguette magique et tu pouvais changer une chose aujourd'hui dans le feed game français, ce serait quoi? J'ai répondu, on m'a déjà interviewé. Enfin, j'ai pas vraiment fait ça comme ça, mais je répondrais quand même la même chose. Je me donnerais 5 millions d'abonnés. Parce que, en fait, et je vais te dire, c'est même pas de la mégalomanie ou quoi que ce soit, c'est que je ne sais, c'est un peu comme en politique. On ne sait pas exactement ce que vont avoir, les répercussions que vont avoir nos actes. On voudrait le penser. En fait, on ne le sait pas. C'est pour ça que tous les partis politiques sont extrêmement bons pour juger des choses qui ne vont pas bien, mais que dès qu'ils sont en place pour mettre en place des trucs, ça se casse la gueule sur plein de plans. Parce qu'en fait, c'est comme la météo. Ce sont des systèmes chaotiques, c'est même bien pire que la météo, parce que la météo, à la rigueur, bon, c'est l'interaction finalement de la lumière et des molécules de gaz et d'eau qu'il y a dans notre atmosphère. Donc, bon, bah, finalement, il n'y a pas tant de choses que ça, tant de paramètres. Mais alors, la politique, c'est encore pire. Et donc, du coup, je me dis, si j'agis sur un truc, demain, coup de baguette magique, ça, c'est comme ça, j'ai aucune idée de ce que ça va faire. En revanche, si je me donne 5 millions d'abonnés, c'est peut-être le paramètre que je peux le plus facilement contrôler moi-même. Et je continuerai à faire exactement les mêmes vidéos, ou peut-être des vidéos où j'ai moins besoin de parler d'autres personnes, parce qu'en fait, j'ai plus de gens qui me suivent. Donc, je n'ai pas besoin d'attirer la clientèle de ces personnes-là pour qu'ils reçoivent mon message. Et du coup, je pourrais continuer à dire des trucs qui semblent à peu près vérifiés. J'aurai plus de moyens, donc je pourrais faire de meilleures vidéos. Enfin, bref, voilà, me donne 5 millions d'abonnés. J'aime cette idée-là. Gaïs, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Pour ceux qui ne te suivent pas encore sur les réseaux, où est-ce qu'on peut te trouver? Sur Instagram, sur YouTube avant tout. Puis Instagram et YouTube, c'est un peu les deux seuls que j'ai. J'ai peut-être un autre truc qui va se rajouter, mais je ne peux pas en dire plus pour le moment. Ça arrivera probablement, si ça arrive, fin novembre. Et puis voilà, mais Geek and Fit, c'est assez facilement trouvable. Tu regardes la chaîne du Fit Game où il y a le plus de dislikes et puis c'est là. Super. En tout cas, je mettrai tous les liens dans la description. Comme ça, tous ceux qui écoutent et regardent aujourd'hui peuvent aller s'abonner à ta chaîne, s'abonner à ton Insta aussi et suivre toutes les belles infos que tu partages. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Merci à toi. Et puis passe une bonne fin d'après-midi. Pareil, ciao. Ciao.